Bon, Oui. donc mon nom est Jean Poirier et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette activité du SIX qui réunit les campus de l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et de l'Université de Montréal. Donc, pour clore en beauté notre calendrier 2008 d'activités d'animation scientifique, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une équipe de l'Institut de la statistique du Québec composée de Chantal Girard à l'Université Laval, Lynn Beauchesne et Lucie Gingras ici à l'Université de Montréal. Donc, elles viennent nous présenter de nouveaux fichiers de microdonnées, donc nous présenter le contenu et le potentiel analytique de ces nouvelles microdonnées qui viennent enrichir le portefeuille déjà bien garni de fichiers déjà accessibles au laboratoire CADRISC du CIQSS. Donc, sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci. Alors, la présentation d'aujourd'hui vise à faire la promotion de données qui ont été rendues accessibles récemment pour l'exploitation par les chercheurs au laboratoire du CADRISC au SIX. Alors, c'est de 3 enquêtes dont il sera question ici. Les enquêtes sur les besoins et préférences en service de garde, il y en a 2, et l'enquête sur l'activité physique, sportive et de loisirs. Également, il va y avoir les fichiers du registre des événements démographiques qui vont être présentés. Une précision, c'est que ce sont les fichiers détaillés qui sont rendus accessibles ici, les fichiers maîtres, c'est-à-dire des fichiers qui sont dénominalisés sur lesquels on n'a appliqué aucun masquage de données pour les fichiers d'enquête. Alors, la présentation aura lieu dans l'ordre, d'abord sur les enquêtes, sur les besoins et préférences, c'est moi qui vais le faire. L'enquête sur l'activité physique va être faite par Lynn Beauchesne et le registre des événements démographiques va être présenté par Lynn Beauchesne ainsi que par Chantal Girard. Et puis, on va terminer la présentation par quelques mots sur l'infrastructure qui est proposée ici et les procédures d'accès aux microdonnées. Alors, les enquêtes sur les besoins et préférences des familles en matière de services de garde, il y en a 2. Il y en a une qui a eu lieu en 2004 et l'autre en 2001. La présentation va être axée surtout sur celle de 2004, mais comme ils sont très semblables, ponctuellement, je vais vous expliquer en quoi elles diffèrent l'une de l'autre. Il va y avoir des sections un peu plus spécifiques là-dessus. Ce sont des enquêtes qui ont été réalisées par l'ISQ à la demande du ministère de la Famille, des aînés de la condition physique féminine, qui est aujourd'hui le ministère de la Famille et des aînés. Si on exclut les enquêtes sur les besoins et préférences qu'on présente aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sources de données sur ce sujet pour l'ensemble du Québec. Il y a probablement seulement 2 enquêtes qui ont des chiffres qui couvrent l'ensemble du Québec dans ce domaine-là, soit l'ELDEC, l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, une enquête de l'ISQ, et l'ELNEIGE, qui est une enquête de Statistique Canada, qui est l'enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes. Dans l'ELDEC, il y a des questions sur l'utilisation des services, mais les données sont déjà anciennes, c'est-à-dire elles couvrent les années 98 à 2002. Et dans l'ELNEIGE, là, on a des données plus récentes, mais ce sont des questions que sur l'utilisation des services. Je voudrais juste aussi souligner qu'il y a une enquête qui a été faite par l'ISQ sur la qualité des services de garde, mais il n'y a pas de données là-dessus sur l'utilisation ou les préférences pour les services de garde. Les objectifs de l'enquête, alors, ils étaient liés aux besoins de la gouverne, c'est-à-dire, ils voulaient établir la nature des besoins et des préférences des parents en matière de services de garde, actualiser les données de l'enquête qui avait été faite en 2000-2001 et fournir plus d'informations sur les préférences en fonction des particularités régionales et de la situation des parents, de travail des parents. La population visée, alors ce sont des familles qui ont au moins un enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre 2004, puis pour l'enquête de 2000-2001, c'est au 30 septembre 2000, qui résident au Québec à l'exclusion des territoires du Nord et des réserves.
Le domaine d'estimation, alors, ce qui signifie en fait, c'est nos données sont représentatives jusqu'à quel niveau géographique. Alors, on peut aller jusqu'à la subdivision des régions administratives, c'est-à-dire les régions par milieu de résidence, c'est-à-dire rural, urbain. Bien sûr, si nos analyses ne visent pas de sous-population, sinon, si on vise une sous-population, à ce moment-là, ça réduit trop les effectifs. Si on passe au questionnaire, alors le questionnaire comporte environ 100 questions et il est administré par téléphone. On a demandé de l'information générale aux parents, l'âge, la date de naissance, le sexe évidemment, le lien avec le répondant de l'enfant, la garde, s'il y avait une garde partagée ou non, s'il y avait une fréquentation par la maternelle de l'enfant. L'information si l'enfant se fait garder ou non, puis les raisons de ne pas faire garder. Est-ce que le parent serait enclin à faire garder? Est-ce qu'il est sur une liste d'attente? Donc, de l'information générale de cet ordre-là. On a de l'information beaucoup plus détaillée sur l'utilisation régulière selon les types de motifs. Alors, en raison du travail et des études et en raison d'un autre motif. On a par exemple le principal mode de garde, la fréquence, le nombre d'heures de garde, les motifs pour ne pas recourir au mode de garde préféré, le recours à un second mode de garde, etc. Donc, c'est de l'information assez détaillée sur cette utilisation-là. On recueille également d'informations sur l'utilisation irrégulière toujours en raison du travail et des études ou un autre motif. Donc, le même type d'information relativement détaillée. Si on poursuit avec le questionnaire, on a été chercher aussi une information auprès des parents, une opinion, si vous voulez, quelles améliorations les parents souhaiteraient voir au sujet du service de garde. Précisons que cette question-là était ouverte. Donc, c'est plutôt une exploitation plutôt qualitative qu'on peut faire de cette information-là, puisqu'elle reflète l'opinion des répondants sur le sujet. On a quand même regroupé l'information reçue en 26 catégories, ce qui démontre vraiment l'éventail des améliorations souhaitées par les parents. On a été chercher les préférences des parents, c'est-à-dire le mode et l'endroit de garde préféré. Le mode étant, par exemple, le domicile, est-ce que c'est le milieu familial, la garderie ou autre mode. On va chercher vraiment tous les modes, on va les collecter en détail. Et également l'endroit de garde, c'est-à-dire est-ce que c'est près du domicile, est-ce que c'est près du lieu de travail ou d'études ou autre. Et enfin, on a collecté l'ensemble des caractéristiques sociodémographiques, c'est-à-dire l'organisation familiale, le nombre d'enfants qui vivent à la maison, l'âge, le lieu de naissance des parents, le plus haut diplôme des parents, l'occupation, la situation en emploi et les caractéristiques de travail des parents. Le revenu personnel et familial, donc personnel de la mère et familial, en catégorie cependant. Ce n'est pas une variable continue. Pour ce qui est de la qualité des données, alors le taux de réponse pondéré était de l'ordre de 68,9%. Donc, il y a 14 000, un peu plus de 14 000 familles qui ont répondu à cette enquête-là en 2004. Ce taux est jugé très satisfaisant et il dépasse l'objectif de départ qui était de 65%. On a fait de l'ajustement pour la non-réponse qui consiste à redresser l'échantillon via une pondération pour la rendre semblable à l'échantillon qui a été tiré initialement parce qu'il y a toujours des pertes qui suit le tirage initial de l'échantillon. Et il y a également une post-stratification qui a été effectuée pour rendre l'échantillon similaire à la population visée. Alors, ces deux actions-là diminuent
les biais qu'il pourrait y avoir dans la base de données. Maintenant, qu'est-ce qui est comparable avec les données de l'enquête 2000-2001? Alors, on a visé exactement la même population. Ce sont pratiquement les mêmes questions qui ont été posées dans les deux collectes. Il y a le découpage, il y a une variable de découpage municipal qui a été créée et qui est semblable à celle de 2001. Et il y a une zone de défavorisation également qui a été créée comme indicateur et qu'il est possible d'utiliser dans les deux enquêtes. En 2001, la zone était regroupée en 5 catégories, mais il est possible de la regrouper en 3 catégories pour que ce soit comparable à 2004. Ce qui ne l'est pas, c'est les régions. L'estimation régionale en 2001 n'est pas possible. On a dû faire du regroupement régional en 8 regroupements. Donc, à ce moment-là, ça, c'est plus difficile à ce niveau-là. Comme élément de contexte, je voulais vous présenter quelques résultats. Donc, qui donnent un ordre de grandeur de l'utilisation des services de garde. En 2004, tout motif confondu, pour l'utilisation régulière, c'est 71,5% des familles. Elle était de 64,8% en 2000-2001. Donc, il y a une augmentation qui est probablement liée à l'augmentation, au développement des places, puisqu'il y en a eu entre 2001 et 2004. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes différences régionales. Par exemple, à Montréal, il y a seulement, comparativement à d'autres, il y a 65,6% des familles qui utilisent régulièrement ces services-là, alors que dans la capitale nationale, il y en a 80%. Et ces écarts-là existaient déjà en 2000-2001. Le mode dominant pour les familles, pour l'utilisation régulière des services de garde, tout âge confondu, est de 42% pour la garderie ou CPE à 7 $. Mais si on raffine les résultats selon l'âge des enfants, on constate que le mode, ce mode-là est surtout utilisé pour les plus vieux et que pour les plus jeunes, c'est le milieu familial qui l'emporte dans l'utilisation. On remarque aussi qu'il y a un écart entre l'utilisation et la préférence des parents, en particulier pour les enfants de moins d'1 an, la préférence allant pour le domicile. Plus on vieillit, par contre, plus la préférence tend à être la garderie. Ça tend à se rapprocher de l'utilisation. L'utilisation régulière des services de garde par les familles en raison du travail et des études. On a fait des petites analyses bivariées et on a constaté que ça ne variait pas significativement selon le milieu de vie, donc selon le milieu urbain ou rural, selon le type de famille non plus, que ce soit ou monoparental, selon le plus haut niveau ou le plus haut diplôme obtenu par la mère ou le conjoint. Et ça ne varie pas non plus selon le revenu familial ou personnel de la mère, ni le lieu de naissance des conjoints. On a observé des différences selon le nombre d'enfants dans la famille. Donc, plus il y a d'enfants dans la famille, plus la proportion d'utilisation elle est élevée, plus il y a de familles qui utilisent les services. Et selon une modalité de travail, c'est-à-dire si la mère est à temps plein ou à temps partiel, ce qui est un peu évident, là, si la mère travaille à temps plein, bien sûr, elle a une utilisation plus grande que si elle est à temps partiel. Et si on continue pour terminer avec les résultats,
J'ai sorti les résultats d'une analyse logistique qui avait été effectuée sur l'utilisation régulière des services de garde, tous motifs confondus. Puis, ils indiquent notamment, il y a d'autres choses qui sont ressorties, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que la probabilité d'utiliser les services de garde de façon régulière, elle augmente à mesure que le revenu familial croît, et ce, une fois tous les autres facteurs pris en compte, c'est-à-dire le groupe d'âge de l'enfant, la zone géographique, le type de famille et la principale occupation du père ou de la mère. Ce qui m'amène à vous parler du potentiel analytique qui n'est pas encore épuisé. Il reste encore des choses à faire sur ces données-là. Pourquoi telle chose? Donc, pour les données de 2004, approfondir l'analyse des facteurs qui jouent dans l'utilisation d'un mode de garde en particulier serait intéressant à faire. Il reste encore des choses à creuser. Explorer aussi les différences régionales qui n'ont pas été faites, en tout cas pour tous les sous-thématiques d'utilisation et de préférence. Analyser davantage les types d'utilisation en fonction du type d'emploi. On a beaucoup de données sur le travail des parents, donc il y aurait lieu d'approfondir cet aspect-là des choses. Également, on pourrait comparer avec les données de l'enquête 2000-2001. Par exemple, en 2001, on a examiné le profil des familles vivant en milieu défavorisé et leur pratique en matière d'utilisation des services de garde. En 2004, cette étude pourrait être refaite pour voir si, notamment, il y a eu des changements. On peut aussi regarder l'évolution depuis 2001 des modes d'utilisation ou des préférences des parents. Alors, ça termine ma partie sur l'enquête mode des services de garde, la préférence des services de garde. Je ne sais pas s'il y a des questions que des gens voudraient poser sur cette enquête-là. Sinon, ma collègue va continuer. Est-ce qu'il y a des questions à Québec ou à Sherbrooke? OK. On y va. Je pourrais peut-être rajouter une information. Moi, pour les préférences et l'utilisation, c'est toujours vraiment par année d'âge des enfants. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours en bas de 5 ans, mais on a toujours de l'information pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est la même chose aussi pour les préférences. Ouais. Moi, j'ai peut-être un petit commentaire, c'est que je me rends compte qu'il y a là une source d'information vraiment solide et intéressante sur un sujet dont on a quand même entendu parler pas mal pendant les dernières campagnes électorales et la campagne électorale en cours, où on voit qu'il y a des partis qui s'affrontent, entre autres, sur la base du programme qu'ils vont développer ou qu'ils vont offrir par rapport aux services de garde, et que ça se fait finalement sans aucune mention, sans aucune référence à des enquêtes qui visaient justement à éclairer cette question-là. Donc, je trouve que, je ne sais pas, d'un point de vue peut-être de politicologue ou quoi, il y a quelque chose d'intéressant. Bien, tout à fait. Elles n'étaient pas disponibles jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc on va espérer que ça va intéresser certaines personnes. Tout à fait. D'autres questions? On poursuit. Donc, pour ma part, je vais vous parler de l'enquête québécoise sur les activités physiques, sportives et de loisirs qui a été réalisée en 2005. C'est une enquête qui a été réalisée par l'Institut à la demande du ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport. La demande a été adressée à l'Institut dans un contexte... en fait, le MELS avait besoin d'une enquête pour décrire la pratique de certaines activités par la population du Québec, mais dans les moments de loisirs de la population. Alors, l'enquête vise à documenter la pratique d'activités physiques, la pratique d'activités sportives, la pratique d'activités de loisirs et l'engagement bénévole dans des structures sportives ou de loisirs.
Alors, je mets tout de suite ici une petite réserve. Contrairement aux autres sources de données recensées sur la pratique des activités physiques, l'enquête ici mesure vraiment la fréquence de l'activité, ne mesure pas le niveau d'activité. Les gens qui seraient intéressés à avoir des données sur le niveau d'activité peuvent consulter, exploiter les données d'une enquête qui a été réalisée par l'Institut Équino-Québec en 93 et 98, où vous allez avoir de l'information à la fois sur la fréquence, la durée, l'intensité de pratique et le type d'activité. Alors, c'était ma réserve. Par ailleurs, l'enquête ici, c'est vraiment, a été faite dans un contexte de loisirs. Donc, la population visée, ce sont les personnes âgées de 15 ans ou plus à l'automne 2005, résidant au Québec, à l'exclusion de celles des régions Cris, Inuit et réserves indiennes, des ménages collectifs et des bases militaires. Je vais vous parler du questionnaire. C'est un questionnaire administré par téléphone avec une durée d'entrevue de 12, qui variait de 12 à 15 minutes. Il y a près de 230 questions au questionnaire. Donc, il y avait un terme, le premier terme était sur la pratique d'activité. Le questionnaire listait 37 activités précises. C'était des questions fermées qui présentaient des choix de réponse prédéterminés. Alors, la question fermée, on demandait au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué à des jeux récréatifs tels que le billard, les échecs, les cartes, les jeux de société? Et si la personne nous répondait oui, à ce moment-là, on lui demandait une autre question, c'est au cours des 12 derniers mois, avez-vous pratiqué cette activité 10 fois ou plus? Donc, ça nous permet d'avoir une fréquence annuelle et s'il y a une pratique de l'activité, on peut connaître l'intensité de la pratique au cours de l'année. On a aussi 5 autres activités qu'on peut retrouver, mais c'était une question ouverte. Donc, de façon spontanée, les gens pouvaient nous dire, ben moi, je pratique d'autres activités. On a pu pondérer quelques résultats de ces questions-là qui étaient ouvertes. Cependant, ça va être sous-estimé par rapport aux 37 autres activités qui étaient mentionnées auparavant. Les 37 activités, le choix a été déterminé par le besoin du ministère de l'Éducation, loisirs et sport. Vous allez trouver dans le rapport dont Lucie va vous mentionner les références tout à l'heure, vous allez pouvoir voir les 37 activités. Parmi les 5 activités pour lesquelles on a pu faire la pondération, bon, il y avait le golf, le hockey, les quilles, la raquette à neige, pour lesquelles on a pu avoir une pondération. Puis, on a eu d'autres activités qui ont été mentionnées spontanément, mais pour lesquelles on n'a pas pu faire de pondération, comme le baseball, le magasinage, activités avec les enfants. Alors, les gens nous ont dit qu'ils pratiquaient ces activités-là dans leur moment de loisir. Aussi, on demandait, pour chacune des activités qui étaient pratiquées, on demandait aux gens est-ce qu'ils faisaient partie d'une formation, est-ce qu'ils avaient reçu une formation pour pratiquer leur activité, est-ce qu'ils appartenaient à un club, une ligne ou une association. Et on leur demandait est-ce qu'il y a des activités que vous n'avez pas pratiquées, mais que vous auriez aimé pratiquer dans l'année. Donc, vous allez retrouver l'information dans le fichier de données. On avait un autre terme sur les principales motivations à la pratique. Donc, il y avait 8 motivations listées. C'était une question fermée aussi. Alors, parmi les motivations, par exemple, on leur demandait, est-ce que vous faites l'activité par plaisir, bien-être, santé, détente, etc. Et c'est une question avec choix de réponse, pas du tout, un peu, assez ou beaucoup. Ensuite, on avait une question sur le niveau d'activité. On leur demandait, est-ce que le niveau que vous faites actuellement d'activité, est-ce que ça correspond au niveau que vous aimeriez avoir? Alors, s'il y avait un écart, à ce moment-là, on leur demandait pour quelles raisons ils pouvaient expliquer l'écart entre le niveau d'activité physique actuel et celui qu'ils souhaitaient. Donc, il y avait 9 raisons, c'était encore des questions fermées et c'était, par exemple, avec oui, non, manque d'énergie, coût trop élevé, manque d'intérêt, je ne veux pas transpirer. Alors, c'était les raisons qui étaient invoquées. Le questionnaire a été fait avec la collaboration du ministère de l'Éducation, loisirs et sport.
Alors, comme je vous le mentionnais précédemment, il y avait un thème aussi sur l'engagement bénévole. Ici, on parle d'engagement bénévole dans des activités, être entraîneur, arbitre ou bénévole dans une activité de loisir, de sportive ou de loisir. Donc, si la personne faisait du bénévolat dans un centre hospitalier où elle vendait des billets pour la maison qui donne, elle n'est pas dans le questionnaire ici. On demandait aux gens... Donc, on demandait tour à tour aux personnes si elles avaient été entraîneurs, arbitres ou bénévoles au cours des 12 derniers mois. On leur demandait en général combien d'heures étaient consacrées à leur activité, la durée du bénévolat et on leur demandait leur perception par rapport à leur engagement bénévole. C'était est-ce que, par exemple, trouvez-vous que les tâches sont de plus en plus lourdes? Est-ce que vous craignez les responsabilités? Est-ce que vous faites du bénévolat par sentiment d'utilité? Alors, il y avait les perceptions, pardon. Ensuite, pour les gens qui avaient déjà fait du bénévolat, mais qui s'étaient retirés, on listait aussi quelques raisons qui pouvaient les avoir incités à se retirer. Et de même, pour les personnes qui ne s'étaient jamais engagées dans des activités de bénévolat, ben, pour quelles raisons ils ne s'étaient jamais engagés. Donc, ça pouvait être par manque de temps, crainte de poursuite, etc. Puis c'était toujours des questions prédéterminées. Donc, toutes les personnes, on demandait à toutes les personnes qui étaient visées là, ces raisons-là. Donc, au niveau du questionnaire, je continue. Il y avait un terme aussi sur les caractéristiques sociodémographiques, donc la situation familiale, bon, j'ai des enfants avec enfants ou non, vie en couple ou non, la scolarité, l'occupation de la personne. On avait une question sur le revenu familial détaillé, mais comme cette question-là est souvent associée à un taux de non-réponse assez élevé, alors on avait prévu le compte. Donc, on avait demandé aussi si la personne refusait de répondre, si elle acceptait de répondre à la question sur un revenu inférieur ou supérieur à 50 000 $. Il y avait une question sur l'âge et le sexe. Alors, en ce qui concerne la qualité des données, c'était une enquête avec échantillons à partir d'une génération aléatoire de numéros de téléphone. Je vous présente cet acétate-là pour vous montrer le découpage géographique. Donc, on avait un découpage géographique principal qui était au niveau du milieu urbain et milieu rural à la demande du client. On avait défini le milieu urbain comme étant la RMR de Montréal et autres RMR et les agglomérations de recensement et le reste du Québec qui était constitué du milieu rural. Alors, vous pouvez voir ici le nombre de répondants selon le découpage géographique. Il y a certaines possibilités d'analyse par découpage géographique, donc dépendamment avec quelles questions vous allez croiser. Donc, c'est possible, là, si une personne s'intéresserait particulièrement à la RMR de Montréal, ben, ce serait possible d'avoir des résultats. Donc, le taux de réponse global est d'environ 52 % et s'est avéré inférieur à celui qui était visé à 65 %. Alors, avant d'entreprendre des analyses plus approfondies, une étude de biais a été entreprise afin d'établir le potentiel analytique des données. Alors, une comparaison a été faite avec deux sources de données pertinentes à cette fin, soit l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada et le sondage indicateur de l'activité physique de l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie. Donc, certaines questions étaient comparables dans ces deux enquêtes-là avec l'enquête québécoise sur les activités physiques, sportives et de loisirs. Et on a constaté que les taux de réponse étaient comparables avec les données de ces deux enquêtes-là. Il y a eu d'autres analyses aussi qui ont été faites avec plus poussées que seulement comparer le taux de réponse des questions. Je vous invite, comme je ne suis pas méthodologiste, je vous invite à consulter le chapitre sur la méthodologie du rapport pour voir là, de quelle façon on a fait le redressement là, pour les pondérations.
Alors, au niveau de la non-réponse partielle, la majorité des questions avaient moins de 1%, à l'exception de la question détaillée du revenu familial, mais on peut se reprendre avec la question en catégorie. Le niveau pour le revenu familial, 50 000, moins de 50 000, avait été établi par le ministère de l'Éducation, loisirs et sports. Donc, les portées et limites de l'enquête, l'UQAP s'est centré sur les activités pratiquées pendant les moments de loisirs et n'évalue pas les mesures de dépenses énergétiques des activités pratiquées. Si vous comparez avec d'autres enquêtes où le sujet principal de l'enquête était la santé, on a remarqué que lorsqu'on parle de santé et ensuite qu'on demande la pratique d'activité, les gens ont plus tendance à s'en souvenir qu'ils ont pratiqué des activités physiques puisque c'est lié à la santé, alors que nous, c'était le questionnaire, l'introduction était vraiment dans un contexte de loisir, donc on peut trouver des fois des chiffres qui semblent sous-estimés. Alors, bon, est-ce que c'est surestimé dans une enquête de santé? Ça, je ne peux pas, c'est peut-être ça, là, mais juste pour que vous portiez une attention lorsque vous faites des comparaisons avec d'autres enquêtes, de vérifier le contexte dans lequel l'enquête a été réalisée. L'enquête, par ailleurs, offre un portrait actuel de la situation de la pratique d'activités de loisirs. Et si on voudrait refaire une enquête de quelques années, cette enquête-ci pourrait faire un bon point de comparaison. Dans le fichier de données, en plus des questions du questionnaire, des réponses aux questions du questionnaire, on a aussi des indices qui ont été créés. Alors, à la demande du ministère de l'Éducation, loisirs et sports, il y a des activités qui ont été définies comme physiquement actives par les experts du NIL. Alors, parmi les 37 activités qui étaient nommées systématiquement aux répondants de l'enquête, parmi ces 37 activités-là, il y en a qui ont été regroupées pour dire que c'était des activités physiquement actives. Alors, parmi celles-ci, on retrouve la bicyclette, la marche, le ski de fond, la natation, et il y a eu également des activités définies comme physiquement passives. Alors, bon, c'était comme jouer à des jeux récréatifs, faire de la photographie, du cinéma amateur, du camping. Donc, c'était ces activités-là qui étaient classifiées comme étant passives. Et avec ces profils, ces activités-là classifiées passives ou actives, on a pu faire des profils d'activités physiques, qui ont été définis en fonction du type d'activité et aussi en fonction de la fréquence de pratique par année. Donc, au moins une fois, 10 fois et plus, moins de 10 fois. Alors, ça vous permet de voir qu'il y a d'autres indices qui existent en plus des questions originales du questionnaire. Alors, en ce qui a trait aux résultats, je vous donne très sommairement la proportion de personnes pratiquant une activité physiquement active au moins une fois par année avoisine les 50% pour la bicyclette, les exercices de musculation et le jardinage ou l'horticulture, 40% pour les exercices cardiovasculaires ou aérobiques, la natation et l'observation de la nature, 30% pour la danse, le patinage sur glace et les sports nautiques à rame, 20% pour le patin, les sports de raquettes et le jogging, 10 à 15% pour le ski alpin, le ski de fond, le volleyball, le soccer, 5% pour le surf des neiges, les sports de combat, la plongée sous-marine ou l'escalade. Et relativement aux activités qui étaient classifiées comme physiquement passives, on voit que ça varie quand même beaucoup, donc 71% pour les jeux récréatifs, 35% pour le camping. On peut remarquer que pour le chant ou la pratique d'un instrument de musique, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui le pratiquent, qui l'ont pratiqué pendant l'année. Par ailleurs, ceux qui l'ont pratiqué pratiquent plusieurs fois, le font avec une intensité assez élevée. Relativement à l'engagement bénévole dans une activité sportive ou de loisir, on estime que 21% de la population ciblée est engagée bénévolement dans une activité physique sportive ou de loisir sur une période d'1 an. Environ 5% des personnes sont entraîneurs. Quelques 2% des personnes interviennent comme arbitres. Ici, c'est interprété avec prudence puisqu'on avait un coefficient de variation qui variait de 15 à 25%.
Je fais une petite parenthèse ici, même si la personne déclarait qu'elle avait reçu une rémunération comme étant arbitre, évidemment, c'est tellement peu élevé dans certains cas qu'on les avait considérés quand même dans la recension du questionnaire. Près de 18% des personnes sont bénévoles dans une autre fonction autre qu'entraîneur ou arbitre. Et je crois... OK. Avez-vous des questions, des commentaires? Du financement pour une autre enquête? J'aurais peut-être une question. Est-ce que le code postal est disponible pour cette enquête-là, comme pour les deux autres? J'ai oublié aussi de la poser pour le... C'est une bonne question pour enquête sportive. Je crois que non. Je me souviens plus si on a demandé les 3 positions du code postal. La base de sondage, c'était génération aléatoire de numéro de téléphone. Mais je me demande si pour des questions de validité, si on n'avait pas demandé les 3 premières positions du code postal, mais je ne sais pas si cette information-là est disponible dans le fichier. Ce serait à vérifier. Effectivement, on pourrait à ce moment-là aussi savoir si comment est pourvu le voisinage en termes d'infrastructures, de loisirs, de sport, tout ça sur une base géographique. Ouais. Et la même chose par rapport au service de garde, là, mais Lucie, tu dis... Service de garde, il me semble que j'avais posé la question puis qu'on m'avait dit que c'était pas une donnée qui avait été collectée auprès des répondants, que celle qu'ils avaient, c'était pour des fins d'échantillonnage, pour ça, ils avaient dû la détruire, cette information. Il me semble que c'est ça. Service de garde, la base de sondage provenait d'une liste de la Régie de l'assurance maladie du Québec, on ne s'identifiait pas. Donc ça, c'est sûr que ça a été détruit. Par ailleurs, pour enquête activité physique, sportive et de loisirs, j'ai un petit doute, là. Je me demande si on ne l'a pas demandé, mais ou on a pensé le demander, puis on ne l'a pas fait. Là. Il y a un doute dans mon esprit, mais on a le rapport ici, il faudrait vérifier dans le questionnaire. Je vais vous revenir avec la réponse. Peut-être aussi une autre remarque, c'est qu'il me semble qu'il pourrait être intéressant de comparer les résultats avec les résultats de l'enquête sociale générale sur l'emploi du temps. Je pense que, Franck, il y a une enquête sociale générale sur l'emploi du temps, oui, qui doit, il me semble, recouper à ce moment-là peut-être certains des résultats au niveau des activités, de l'emploi du temps pour les activités physiques, de loisirs. Cette enquête-là peut être intéressant. Puis il y a aussi une enquête de Statistique Canada sur le don et le bénévolat. J'ai l'impression qu'il y a aussi à ce moment-là peut-être certaines questions qui peuvent... Oui, ça, je crois, on l'avait consulté avant de concevoir le questionnaire. Puis c'est le don et le bénévolat à large, là. Alors que nous, c'était vraiment ciblé pour vraiment le bénévolat dans un contexte d'activité sportive ou de loisirs. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à Sherbrooke ou au Québec? J'ai mis les liens Internet pour les rapports de ces enquêtes-là, des 3 enquêtes dont on a présenté quelques résultats et tout. Et donc, vous pourrez consulter les liens si vous êtes intéressé, puisque la présentation va être disponible sur le site du SIX. Donc, après, c'est qu'on peut passer au registre. Donc, nous allons poursuivre avec le registre des événements démographiques. Moi, je vais présenter plus l'aspect physique-technique du registre des événements démographiques. Et puis, Chantal Girard, qui est à Québec, qui est une démographe émérite, va nous parler du potentiel analytique du registre. Alors, je vous fais un bref historique sur le registre des événements démographiques qui est à l'Institut de la statistique du Québec. Donc, la collecte de données portant sur les événements démographiques existe depuis 1926 au Québec. Ça a commencé par les événements naissance, mariage et décès.
En 1936, il y a eu une collecte de données. On a commencé la collecte de données relativement aux morts-naissances. En 1945, il y a eu la création d'un index nominatif national qui s'appelait Système d'allocation d'aide aux familles. En 1975, il y a eu l'émergence de deux besoins, compilation statistique des données et émission de certificats de naissance, mariage ou de décès. En 1985, le ministère des Affaires sociales, qui est maintenant le ministère de la Santé et des Services sociaux, confie la gestion du registre au Bureau de la statistique du Québec. Actuellement, le registre des événements démographiques, il y a deux détenteurs. Il y a le ministère de la Santé et des Services sociaux, où est le pilote d'orientation du registre, et à l'ISQ, nous avons le pilote opérationnel. En 1994, il y a eu la création du directeur de l'État civil qui reçoit une partie des données que l'ISQ a dans le registre. Mais la fonction du directeur de l'État civil, c'est vraiment un rôle d'enregistrement et de certification. Et alors qu'à l'Institut, c'est plus une mission pour établir le bilan démographique de la population du Québec. Donc j'avais oublié que j'avais une petite... donc, l'Institut reprend entre autres les mandats du VSQ, notamment la responsabilité du registre des événements démographiques. Donc, au niveau de la description du registre, alors, le registre, c'est un système de collecte et d'analyse des données sociales, médicales et épidémiologiques. C'est une base de données qui est composée de 4 fichiers annuels principaux, donc fichier des naissances, mariage, décès et morts-naissances. On a mis de façon, actuellement, au quadrisque, on a les fichiers de 1986 jusqu'à 2005. Il y a possibilité aussi d'avoir d'autres données, mais de façon standard et rapide. Vous avez 86 à 2005. En bref, ça représente environ 80 000 naissances par année, 25 000 mariages par année, 50 000 décès par année et 350 morts-naissances par année. Donc, ça, c'est des environs. Là, ça varie d'une année à l'autre, mais c'est environ en moyenne ce nombre-là. Ce qui veut dire qu'il y a environ 150 000 bulletins de toutes sortes qui entrent à l'Institut pour chaque année civile. Pour ceux parmi vous qui ne connaîtraient pas les morts-naissances, donc la morts-naissance, c'est quand le décès intra-utérin survient lorsque le fœtus a atteint un niveau de développement considéré comme viable. Et le critère de viabilité retenu depuis quelques années est un poids de 500 grammes ou plus. Donc, je vais vous passer les 4 événements un après l'autre. Alors, au niveau des naissances, ce sont ce qu'on retrouve dans le registre, c'est les naissances des femmes qui sont domiciliées au Québec. Alors, une femme de l'Outaouais qui va accoucher en Ontario parce que l'hôpital est à 15 minutes de chez elle par rapport si elle allait accoucher au Québec où c'est 60 minutes, on va la retrouver dans le registre des événements démographiques. Donc, c'est vraiment pour les femmes domiciliées au Québec. Les variables que vous allez retrouver, ce sont le lieu de l'événement. Donc, on peut trouver l'installation. Est-ce que la femme a accouché en établissement? Est-ce qu'elle a accouché, est-ce que la naissance est produite au domicile? Est-ce que c'est ni en établissement ni à domicile? Elle a accouché dans l'ambulance. On n'aura peut-être pas l'information dans l'ambulance, mais on va avoir une catégorie ailleurs que l'établissement ou à domicile. Et dans certains cas, on ne connaît pas l'endroit, mais c'est plutôt minime là, lorsqu'on ne le connaît pas. Pardon. Je vais vous montrer le formulaire tout de suite, peut-être ça va aller mieux pour vous. Alors, ce que je vous présente à l'écran, ça soit bien, oui. C'est le formulaire qui est complété lorsque la dame accouche. C'est complété habituellement par les infirmières des établissements ou ça peut être complété par la sage-femme. Alors, vous avez le lieu de naissance. Donc, alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on a le nom de l'installation. Ce n'est pas une information qui est saisie au niveau du nom. Par ailleurs, il y a un code d'installation ici. Vous n'aurez pas cette donnée-là disponible. Vous allez l'avoir en catégorie, celle que je viens de vous mentionner. On a l'endroit du lieu de naissance où on a le code postal à partir des années 1998.
On peut avoir aussi, l'ISQ va générer des variables comme la MRC, la région administrative, la RMR, donc qui sont disponibles dans le fichier. Au niveau, on a l'identification des parents. Alors, dans le fichier qu'on a au CADRISC, évidemment, vous n'avez pas des informations nominales. Par ailleurs, vous allez avoir la date de naissance du père, l'âge, le lieu de naissance, province ou pays, ça va vous être accessible. La langue maternelle du père aussi. Vous allez avoir l'information sur la mère, donc la date de naissance, l'âge qui sont disponibles, le lieu de naissance, municipalité au niveau de la résidence de la mère. Donc encore là, vous allez avoir le code géographique, là, soit MRC, RMR, région administrative, région socio-sanitaire. Vous avez la langue maternelle à la mère et aussi la langue d'usage à la maison. Son état matrimonial, ici c'est l'état matrimonial légal. Pour avoir une idée plus juste, vous avez la situation de couple, vie en situation de couple ou non. Alors cette variable-là vous permet des fois de... La mère déclare qu'elle est célibataire, mais en fait elle vit en situation de couple. Ça vous donne une image plus juste de la situation. Vous avez de l'information sur la mère, en ce sens, est-ce que la date, si elle a déjà accouché, si elle a déjà eu des morts-naissances, et le nombre d'enfants qu'elle a eu aussi avant. Et vous avez aussi, j'ai oublié d'en parler, de la scolarité. Ici, vous voyez, c'est primaire, collégial, secondaire, universitaire, mais ce que vous allez retrouver dans le fichier, ce sont les années, le nombre d'années de scolarité. Nous avons aussi de l'information sur l'enfant. Alors, la certification médicale de la naissance, donc on a, bon, date et heure, vous n'aurez pas ça disponible, mais vous allez avoir le type de naissance, est-ce que c'est une naissance simple ou multiple? En cas de naissance multiple, bon, l'ordre, est-ce qu'il est arrivé le premier ou le deuxième ou le troisième? Vous avez le sexe de l'enfant, le poids à la naissance en grammes, la durée de la grossesse. Et vous avez aussi la qualité de l'accoucheur. Est-ce que c'est un médecin, sage-femme ou un ambulancier, par exemple, dans autres? Vous n'aurez peut-être pas le détail, mais au moins vous allez savoir que c'est ni un médecin ni une sage-femme. Alors voici pour le bulletin des naissances vivantes. Maintenant, pour les mariages, alors contrairement aux naissances où c'était pour les naissances des mères domiciliées au Québec, l'événement mariage, ce sont pour... c'est tous les mariages qui sont célébrés au Québec qu'on a dans le registre des événements démographiques. Je vais aller tout de suite au formulaire pour mieux voir. Donc, l'information, bien, vous avez encore de l'information, évidemment, sur le lieu et la date du mariage. Vous avez ici une particularité depuis la nouvelle législation pour les mariages entre même sexe. Donc, avant, dans le formulaire, vous aviez époux 1 qui était toujours l'épouse ou l'époux, je ne me rappelle plus, mais maintenant, depuis 2004, alors vous allez avoir le premier époux, puis on va avoir le sexe du premier époux. Donc, si vous faites une analyse temporelle avec le fichier du mariage, vous allez voir, là, il va falloir que vous portiez attention pour, à un moment donné, pour certaines années, vous n'aurez pas le sexe, mais ça va toujours être l'époux 1 qui va être la femme, ou l'époux 2 va être l'homme, ou vice-versa, mais vous allez avoir la documentation associée. Alors qu'à partir de 2004, il me semble, à ce moment-là, vous allez devoir mettre le sexe selon l'ordre des époux. Ici, on retrouve de l'information sur le lieu de résidence aussi après le mariage. On n'a pas inscrit le lieu de résidence avant le mariage parce que depuis quelques années, nos données sont plus ou moins fiables. En fait, on s'est rendu compte que des gens, des fois, qui demeuraient ensemble, mais qui mettaient leur lieu de résidence lorsqu'ils étaient jeunes hommes ou jeunes femmes. Alors, c'est plus ou moins fiable. Donc, c'est pour ça qu'on a mis seulement dans l'adresse de résidence après le mariage. Vous pouvez avoir de l'information aussi par rapport aux époux sur le lieu de naissance, l'âge, l'état matrimonial avant le mariage, s'ils étaient divorcés ou non. Ça, je ne suis pas certaine que c'est présent dans le fichier. Mais ça vous donne une bonne idée. Vous avez aussi, pardon, la qualité du célébrant, ministre du culte, le greffier, personne désignée. Chantal, tout à l'heure, va pouvoir vous mentionner
multiples possibilités qu'on peut avoir avec le fichier de mariage. Oups. Donc, au niveau de l'événement de décès, alors les décès qu'on retrouve dans le registre des événements démographiques, c'est les décès pour les personnes qui sont domiciliées au Québec. Donc, encore là, une personne du Québec qui va mourir dans un hôpital de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, ben, on va la retrouver dans le registre des événements démographiques. Par ailleurs, une personne du Nouveau-Brunswick qui vient mourir dans un hôpital de Québec, ben là, celle-ci ne sera pas présente dans nos fichiers. Alors, encore là, je vais retourner au formulaire. Donc, on a encore ici le lieu de l'événement. Vous allez voir le code d'installation regroupé comme les mêmes regroupements, donc en établissement, ni à domicile, ailleurs ou hors Québec. Ça va vous être mentionné. Vous allez avoir encore les codes géographiques. Le code postal va être disponible à partir de 98 pour le lieu de l'événement. Et pour le lieu de résidence, c'est à partir de 89, si je ne m'abuse, mais en tout cas, ce sera à vérifier. Vous avez encore les mêmes codes géographiques RMR, MRC qui sont disponibles, région administrative. Dans le fichier qui se retrouve au CADRIS, on n'a pas encore là les données nominales, donc il n'y aura pas de numéro d'assurance maladie, ni les prénoms, ni les noms de famille. Par ailleurs, vous allez avoir l'âge de la personne qui est décédée. Si c'est un jeune enfant, on peut avoir jusqu'à l'heure, parce qu'un bébé qui vit 1 minute va se retrouver dans le fichier des naissances vivantes et dans le fichier des décès. Ce ne sera pas dans le fichier des morts-naissances. Vous avez l'état matrimonial de la personne qui est décédée, son lieu de naissance, sa langue d'usage à la maison. Si elle était mariée, on peut avoir le nom du conjoint, mais ça, vous ne l'aurez pas, cette information-là. Ensuite, on a de l'information sur la certification médicale du décès, donc, bon, le sexe de la personne, évidemment. Est-ce qu'il y a un avis au coroner? Oui, non. Les causes de décès que le médecin a inscrit. Est-ce qu'il y a autopsie? S'il s'agissait d'une femme, est-ce que le décès est survenu au cours d'une grossesse? Et on a aussi la qualité de l'auteur de la certification médicale. Je vais revenir un petit peu plus tard pour vous parler de la codification des causes de décès. Donc, enfin, pour terminer, je vais vous parler, pour terminer par rapport aux 4 événements, la description. Pour morti-naissance, ce sont les morti-naissances des femmes domiciliées au Québec. Au niveau des morti-naissances, en fait, à l'accouchement d'un enfant décédé avant la naissance, il faut produire un bulletin de morti-naissance qui est en fait l'intégration du formulaire de naissance auquel on a ajouté une partie sur la certification des décès. Donc, vous allez retrouver à peu près la même information que sur le bulletin des naissances. Donc, l'identification des parents, le lieu de l'accouchement, l'information sur la durée de la grossesse, le poids à la morti-naissance et les causes de la morti-naissance. Alors, je vais vous faire un bref aperçu de la qualité des données du registre. Donc, tout à l'heure, je vous mentionnais qu'on voit à peu près 150 000 bulletins qui transitent à l'ISQ. Je vous parle du processus opérationnel. En fait, dans la répartition des efforts pour les opérations, il y a 5 % des efforts qui vont au traitement de la réception des bulletins. Donc, lorsqu'on envoie les bulletins dans les points de service, dans les différents hôpitaux, les directeurs des funérailles, par exemple, les différents CHSLD, pour les mariages aussi, il y a beaucoup de points de chute pour envoyer les bulletins. Ensuite, il y a 25 % des opérations qui sont pour la lecture automatisée des documents de tous les 150 000 formulaires qu'on passe à chacune des années. Et il y a 60 % des efforts qui sont consacrés à la validation de l'information qu'on reçoit sur les formulaires et à la gestion aussi du registre. Puis 10 % en entretien technologique. Mais je voulais vous illustrer pour vous montrer qu'il y a quand même 60 % des efforts qui sont à la validation et à la gestion. Alors, comme je disais, la gestion des bulletins, ici, l'envoi des bulletins.
Ensuite, la collecte des données dans les différents points de service, les différents hôpitaux, directeurs de funérailles, ça peut être les greffiers pour les mariages, la réception des bulletins à l'Institut, le traitement de lecture automatisée de documents et le traitement des causes de décès. Alors, vous avez vu tout à l'heure sur le formulaire, on a un espace de 3 lignes, mais des fois, on peut retrouver jusqu'à 20 causes de décès qui sont inscrites sur ce formulaire-là. Alors, il y a une saisie qui est faite par une secrétaire médicale parce que ça aurait été quasi impossible de faire la lecture automatisée des causes de décès et de traduire la calligraphie de chacun des médecins qui inscrit la cause des décès. Et on a un logiciel Styx, qui est le fleuve de la mort, en passant, qui nous permet de déterminer la cause initiale de décès. Donc, vous allez retrouver dans le fichier de données, vous allez retrouver une cause initiale de décès et des causes associées aussi, ou des causes multiples à partir de 2000 et plus, parce qu'on utilisait la classification internationale des maladies, c'est la 10e révision. Avant 2000, ça va être la 9e révision, et à ce moment-là, il y avait une cause médicale et une cause accidentelle, s'il y avait deux. Donc, vous allez avoir un traitement différent si vous faites encore là de l'analyse temporelle. Il faudra faire attention pour les causes de décès entre le changement de codification entre 1999 et 2000. Donc, pour revenir au logiciel, donc le logiciel nous permet de déterminer environ 60% des cas des formulaires. Par ailleurs, il en reste 40% pour lesquels on a deux nosologues à l'Institut qui révisent et qui vont attribuer la cause initiale de décès. Donc, on a aussi la validation, après on a un traitement particulier pour les causes de décès, pour la validation des microdonnées. Application ISQ pour les codes géographiques. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les régions administratives, les RMR, les MRC, ça va être avec une table là, qui est faite à l'ISQ qui nous permet de créer cette variable-là et de l'insérer dans les données du registre. Les traitements supplémentaires de validation, évidemment, on a pour toutes les causes, pas toutes, mais les deux nosologues qui travaillent vont pour déterminer une cause pour les 40% que le logiciel n'a pas pu permettre d'établir. On peut avoir des communications avec le médecin pour préciser certaines causes. On a des données qui sont au coroner, donc après révision du coroner, on va modifier ou valider la cause qui est inscrite dans notre fichier. On a le traitement des doublons parce que, étant donné qu'on a plusieurs points de service, par exemple, l'hôpital peut nous envoyer un formulaire et le directeur des funérailles également, là, comme pour les décès. Donc, on se retrouve avec 2 fois la même personne dans le registre. On a aussi de la validation avec les données d'hospitalisation du M3S pour les données de décès et pour les données de naissance. Alors, ça nous permet des fois de voir de grands écarts entre, par exemple, la durée de grossesse et à ce moment-là, s'il y a un écart très grand entre la donnée hospitalière et la donnée qu'on a sur notre registre, on peut rappeler dans les hôpitaux pour vérifier quelle est la bonne donnée, ou si on n'a pas la donnée, bien, ça nous permet aussi de faire de l'imputation dans certains cas. On a aussi la validation des causes de décès avec Statistique Canada. On envoie les données du registre des événements aussi à Statistique Canada. Et on a le traitement des cas hors province. Alors, tout le beau monde qui vont accoucher en Ontario, ben, on essaie de les récupérer via Statistique Canada pour avoir l'information des cas hors province, parce que ça peut être important pour... ça passait pas, peut-être, c'est important particulièrement pour la région de l'Outaouais. Alors, j'en ai parlé, mais je vais quand même refaire des recommandations avant d'utiliser les données du registre qui sont déposées au CADRIS. Alors, lorsque vous allez faire de l'analyse au niveau de l'évolution temporelle ou des séries chronologiques, il y a certaines variables qui ne sont pas toujours disponibles en fonction des années. Donc, lorsque vous allez venir puis que vous allez présenter votre projet, le comité d'examen va s'assurer que les variables que vous voulez utiliser pour votre projet sont disponibles.
Par exemple, le code postal du lieu de l'événement est disponible à partir de 1998 seulement pour le lieu de l'événement. Il y a la variation dans la codification de la géographie. Donc, la codification géographique, c'est au 31 décembre de l'année civile. Alors, si vous étudiez des données de 1986, mais ça va être pour le découpage de 1986. Si vous voulez le comparer avec des données de 2005, ben, peut-être que vous allez trouver que vous avez moins de monde ou plus de monde dans votre découpage, mais ce n'est pas le même découpage. Faire attention aussi, il y a eu des fusions en 2002, il y a eu des diffusions en 2006, et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais être très, très prudent au niveau de la codification de la géographie. Par ailleurs, dans le fichier, quand le code postal est disponible, vous l'avez là. Donc, des fois, vous pouvez refaire certains découpages là, si vous avez les tables de correspondance. Là. Ça va vous permettre aussi, pour ceux qui sont intéressés, de calculer l'indice de pantalon. Donc, et j'en avais déjà parlé, mais pour la cause de décès, mais il y a le passage de la CIM 9 à la CIM 10. Donc, avant 1999, après 2000, c'est une nouvelle, c'est pas la même classification qui est utilisée. Je vous ai parlé tout à l'heure des variables d'imputation. Il y a un indicateur d'imputation, on ne l'a pas mis au registre parce que notre indicateur d'imputation, c'est aussi une donnée interne qui nous permet de... C'est pas toujours de l'imputation statistique, des fois, ça nous permet juste, nous, de voir que cette donnée-là, on ne l'a pas pris directement au niveau du formulaire, on a appelé à l'hôpital. Donc, dans ce sens-là, c'est une donnée imputée, mais au niveau, c'est pas une donnée qu'on a imputée au niveau statistiquement parlant. Alors, c'est pour ça qu'on ne vous remet pas la variable d'imputation. Donc, pour l'utilisation des données du registre, pour voir le plein potentiel de l'utilisation que vous pouvez en faire, je vais m'adresser à ma collègue, Mme Chantal Girard, qui est l'auteure de la situation démographique au Québec. Bonjour, m'entendez-vous? Oui? Oui? Ça doit vouloir dire oui. Dans le fond, effectivement, moi, c'est mon pain et mon beurre, le registre des événements démographiques. C'est beaucoup à partir de ce fichier-là que je vais produire la plupart des indicateurs démographiques sur lesquels on va s'appuyer quand on fait nos analyses. Donc, ça me fait plaisir de venir vous en glisser quelques mots. Si on peut avancer la diapo, s'il vous plaît. Dans le fond, comme Lynn vous l'a dit, il y a deux principaux utilisateurs ou détenteurs, si je peux dire, du registre des événements démographiques. Il y a l'Institut de la statistique du Québec qui en fait une utilisation qui est surtout démographique. Et il y a tout le réseau de la santé et des services sociaux, donc à la fois le ministère de la Santé, parfois l'Institut national de santé publique, les agences régionales qui ont toutes des équipes de surveillance qui vont faire une utilisation qui est surtout socio-sanitaire de ce registre-là. Évidemment, les données sont aussi envoyées à Statistique Canada. Il y a des chercheurs qui vont faire des demandes privées d'accès pour faire certaines recherches avec des autorisations de la Commission d'accès à l'information qui peut-être maintenant vont aller au cadre risque. Je sais qu'il y a des étudiants, entre autres des étudiants en démographie, qui travaillent actuellement sur des données du registre. Une autre diapo, s'il vous plaît. Je me suis mis à réfléchir sur ce que pouvaient être les différents types d'utilisation et avec un autre clic, vous allez voir que j'ai eu beaucoup d'inspiration quand j'ai commencé à penser à tout ce qui pouvait être fait à partir des données du registre des événements démographiques. Au fond, je vous ai déjà parlé qu'il y avait une utilisation démographique. Par exemple, de ce temps-là, on entend beaucoup parler de l'augmentation du nombre de naissances, de l'évolution de la fécondité. Donc, à partir du fichier des naissances, il y a toute une analyse de la fécondité récente au Québec qui peut être faite. À partir du même fichier des naissances, il y a une analyse qui est plus sanitaire, qui peut être faite. Par exemple, les bébés prématurés, c'est quelque chose qui a augmenté. Il y a des politiques du ministère de la Santé qui cherchent à travailler avec ça. Donc, il y a des analyses qui peuvent être faites au niveau de la santé, par exemple, sur les bébés prématurés.
Il y a des variables qui peuvent être, des analyses qui peuvent être plus sociales, toujours au niveau du fichier des naissances, par exemple. Il y a toute la progression des naissances hors mariage. On a franchi le seuil du 60%. 60% des bébés naissent de parents qui ne sont pas mariés. Donc, ça dévoile un paquet de tendances sociales qu'on a au Québec qui peuvent être différentes, d'ailleurs au Canada, entre autres. Donc, à partir du fichier des naissances, il y a déjà pas mal de choses qui peuvent être faites. Il y a des travaux analytiques qui peuvent évidemment être faits sur la mortalité au grand âge, par exemple, où il y a moyen d'examiner les causes. Est-ce que les gens meurent toujours au même âge? Est-ce qu'il y a eu des diminutions dans le temps? Est-ce que la diminution, on observe une augmentation de l'espérance de vie depuis d'année en année? Cette augmentation-là, elle se fait par rapport à quelle cause? Elle se fait par rapport à quel groupe d'âge? Elle se fait par rapport plus chez les hommes ou plus chez les femmes? Donc, il y a un paquet d'études qui peuvent être faites. Il y a aussi des études plus méthodologiques. Par exemple, je sais qu'il y a une étudiante au doctorat actuellement à l'Université de Montréal qui travaille sur la mortalité aux très grands âges et entre autres chez les centenaires. Et une des premières choses qu'elle a eu à faire, ça a été de valider quand on dit que quelqu'un est décédé au-delà de 100 ans, est-ce que c'était vraiment vrai? Depuis quelques années, il y a des vérifications très plus précises qui sont faites, mais lorsqu'on utilise le fichier d'il y a quelques années, les validations n'étaient pas de même nature, donc la validation des centenaires, en fait, avant de faire son travail de mortalité des centenaires, il a fallu qu'elle fasse un travail de validation des cas. Donc, à l'intérieur de nos fichiers, il y a aussi des études méthodologiques, on essaie d'en faire le plus possible, on essaie d'avoir la base des études méthodologiques, mais il reste des travaux qui peuvent être faits par rapport à la qualité des données ou par rapport à la cohérence de certaines choses sur des sujets comme ceux-là. Il y a des travaux qui peuvent être faits à partir d'un seul fichier, comme le fichier des naissances, par exemple, mais il y a des travaux qui peuvent être faits par des couplages. Donc, on peut avoir des naissances, mais on peut coupler le fichier des naissances avec le fichier des décès, par exemple, pour essayer de voir est-ce qu'on peut ajouter des caractéristiques aux décès infantile, donc d'enfants de moins de 1 an, par rapport à l'information qui pouvait être sur le fichier des naissances. Ça, vous ne pourrez pas le faire au cas de risque, évidemment. Il y a une petite autorisation en rouge qui apparaît. À partir du moment où il y a des couplages, c'est des choses qui vont devoir être faites avec des autorisations particulières, mais ça fait partie des utilisations qui peuvent être faites. Je vais en reparler un petit peu plus loin aussi, mais mon prédécesseur à l'ISQ, Louis Duchesne, avait aussi fait un travail très intéressant en couplant le fichier des naissances avec lui-même, si je peux dire, et en regardant une femme qui a un deuxième enfant, est-ce que c'est le même père qui a été déclaré pour le premier enfant? Donc, en remontant avec le fichier des naissances sur plusieurs années, on peut voir de mémoire, je pense que c'est 15% des naissances qui n'ont pas, de l'année 2004, je crois, qui n'ont pas le même père que leur petit frère ou leur petite sœur qui était née quelques années auparavant. Il y a des utilisations qui peuvent être descriptives. C'est beaucoup ce que nous, on fait à l'ISQ. Par exemple, on va regarder l'évolution des décès selon une cause X. On a très peu fait. Peut-être que le réseau de la santé le fait un peu plus, mais des utilisations qui seraient un peu plus explicatives. Donc, des liens entre des causes de décès, des âges, des sexes, des régions, des périodes et certaines autres variables qui peuvent être sur le questionnaire. Il n'y en a pas énormément. C'est pas comme le registre, c'est pas comme des données d'enquête. C'est d'abord et avant tout une description de ce qui s'est passé. Donc, on ne va pas demander aux gens pourquoi ou combien. Donc, c'est des variables qui sont assez basiques, mais qui permettent de bien décrire et qui parfois peuvent permettre d'expliquer aussi un peu. Puis, évidemment, il y a des utilisations nominatives qui seraient probablement pas celles que les gens vont faire là, mais il arrive régulièrement que des chercheurs appellent l'IN, par exemple, puis ils ont suivi des cohortes qui prenaient tel médicament, puis ils veulent savoir, bon, mais cette personne-là, est-ce qu'elle est décédée, puis de quoi elle est décédée. Donc, avec des autorisations de la Commission d'accès à l'information, il y a moyen pour certaines personnes d'avoir des informations plus précises sur des individus. Un autre clic, s'il vous plaît. Si on y va maintenant, je me suis dit qu'on pouvait peut-être regarder fichier par fichier, au fond, ce que je fais, ce que je vois un peu qui est fait par le réseau de la santé, puis peut-être des choses qui pourraient être, qui restent très certainement à faire. Dans le fichier des naissances, par exemple, actuellement, nous, on va faire un suivi mensuel des naissances.
Ensuite, il y a évidemment moyen de calculer des intensités. On a dit que ça augmentait actuellement la fécondité. Donc, des calculs d'indices synthétiques de fécondité, des mesures du calendrier de la fécondité. Actuellement, on parle que c'est les femmes au-delà de 30 ans qui voient leur fécondité augmenter le plus rapidement. Donc, il y a un paquet de choses qui peuvent être faites. Si vous êtes patient et si vous voulez travailler fort, il y a des études par génération qui peuvent être faites. On a commencé à en faire quelques-unes où, justement, quand on regarde la fécondité, bien, on ne regarde pas seulement une année, mais on regarde de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc, en suivant année par année, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles femmes de quelle génération ont eu des enfants? En quelle année? On disait l'année passée dans le bilan que la génération 1956-1957 a eu une descendance finale de 1,6 enfants par femme. C'est probablement la génération de femmes, en fait, c'est la génération de femmes qui a eu la fécondité la plus faible qui a jamais été enregistrée. Là, on voit que ça augmente un tout petit peu. Il y a certainement des liens à faire avec leur situation économique à ces femmes-là qui étaient en plein cœur du baby-boom et donc qui ont peut-être pas atteint le potentiel de fécondité qu'elles auraient voulu atteindre de par le nombre qu'elles étaient. Ça a été des situations économiques plus compliquées. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder par génération. Des études par rang de naissance, là, il me semble qu'on entend beaucoup les gens dire que tout le monde se met à avoir un troisième enfant. Si vous regardez dans le fichier, c'est pas vrai, là, c'est loin d'être tout le monde. C'est sûr qu'il y a une augmentation des troisièmes enfants, mais ce n'est pas la norme encore. Changez pas le nombre de sièges dans vos véhicules, c'est pas encore une tendance lourde. Des études par rapport au lieu de naissance de la mère, en général le pays de naissance de la mère, il y a finalement assez peu de choses qui ont été faites. On se fait souvent poser la question, est-ce que les immigrantes ont plus d'enfants, moins d'enfants? C'est pas toujours évident par rapport au fichier des naissances, mais il y a certainement des choses qui pourraient être creusées par rapport à cette population-là. Puis nous, les principaux travaux qu'on fait, on les fait beaucoup à l'échelle du Québec. On fait quelques travaux à l'échelle des régions, mais pas tant que ça. Donc, il y a tout un potentiel d'exploitation régionale qui est fait en partie par les équipes de surveillance du réseau de la santé, mais qui pourrait probablement aller plus loin. J'ai déjà parlé des naissances hors mariage qui ont énormément augmenté. Il y a des thèmes comme la gémellité qui peut être vue par rapport à des interventions médicales, mais par rapport à l'âge de la mère, est-ce que les mères qui ont des jumeaux ont les mêmes caractéristiques ou est-ce que les jumeaux qui naissent ont les mêmes caractéristiques que les enfants qui naissent de naissance simple? Le faible poids, la prématurité. Mon prédécesseur, Louis Duchesne, s'est beaucoup aussi amusé dans le fichier avec les noms de famille, par exemple. Ça, je pense que c'est une variable qui ne sera pas au cas de risque. Mais, par exemple, est-ce que les gens donnent un nom simple à leur enfant ou est-ce qu'ils donnent un nom composé? Évidemment, ce n'est pas évident la qualité des données. Le formulaire qui s'en vient chez nous n'est pas le formulaire qui va faire l'enregistrement de l'enfant. Donc, le nom qui est inscrit n'est pas nécessairement le même nom qui va être inscrit à l'état civil. Je sais qu'il y a des infirmières, peut-être par conviction, qui vont écrire à la fois le nom du père et de la mère comme étant le nom de l'enfant, mais il y aurait certainement des travaux à faire pour regarder de quoi ça peut avoir l'air. Il y avait l'étude dont je vous parlais, là, un nouvel enfant d'un autre père qui couplait le fichier des naissances sur plusieurs années. C'était dans le bulletin Données sociodémographiques en bref, volume 11, numéro 2, que je vous invite à lire, que j'avais trouvé que c'était une utilisation très originale, au fond, d'un couplage de données. Avec un autre clic, s'il vous plaît. Il y a tout ce qui peut être fait ou une partie de ce qu'on fait avec les décès. Bien, encore une fois, il y a des analyses de décès, de mortalité. Actuellement, je ne sais pas si on peut appeler ça une blague, là, ou une blague de démographe. On se dit que ça ne meurt plus au Québec. On est un peu découragé. On avait toujours dit que le nombre de décès était quelque chose qui allait augmenter, mais l'amélioration de la mortalité est telle actuellement que le nombre de décès plafonne autour de 56 000 depuis plusieurs années, ce qui a été une grande surprise. Puis c'est surtout du côté des hommes. L'amélioration de la mortalité est très importante du côté des hommes. Ça va être intéressant de suivre ça par cause, de suivre ça par région, de voir dans le temps, est-ce que c'est les hommes plus jeunes qui font plus attention à eux, est-ce que c'est plus à l'âge adulte, est-ce que c'est plus aux grands âges?
Cette amélioration plus grande-là de la mortalité des hommes fait que l'écart entre les hommes et les femmes est en train de se réduire. On a pris des gageures pour voir jusqu'où ça va aller. Il y en a qui disent que les femmes vont toujours avoir une espérance de vie meilleure que celle des hommes. Les gars au bureau disent qu'on a juste à bien se tenir, que ça s'en vient dans l'autre sens. Il y a des études sur la mortalité à un âge donné qui peuvent être faites, la mortalité chez des plus jeunes, la mortalité chez des jeunes adultes, la mortalité aux plus grands âges. Il y a des travaux par cause qui peuvent évidemment être faits. Comme Lynn le disait, il faut faire attention au changement de classification. C'est vraiment une grosse coupure, là, CIM 9, CIM 10. C'est documenté par différents organismes internationaux et nationaux aussi. Là. Il y a différentes informations là-dessus. Ce qui devient à la mode, si je peux dire aussi, c'est l'analyse des causes multiples. On en a fait très, très peu, mais avant, on travaillait sur la cause principale ou la cause initiale. Maintenant, de plus en plus, on va parler de causes associées. Peut-être qu'il y a des infections qui ne causent pas la mort, mais qui vont être associées à, ou les gens ne meurent peut-être pas du diabète, mais on va trouver quelque chose comme ça dans leur formulaire, donc d'essayer de voir, puis au fond, plus on décède à un âge avancé aussi, plus on a de probabilité d'avoir des causes, plusieurs causes associées sur notre formulaire de mortalité. Ça aussi, je sais qu'il y a une étudiante au département de démographie qui a commencé à travailler sur les causes multiples. Puis, ce qui vient la mode, c'est donc de travailler sur les centenaires. Il y a eu aussi un colloque sur les super centenaires. Donc des gens qui vivent 110 ans et plus. Il y en a très peu. Et ça a justement été l'idée. Il y a des groupes internationaux qui se sont dit on va mettre ensemble la mortalité de tous les super centenaires du monde pour essayer de voir comment on meurt au-delà de 100 ans. Donc, il y a des travaux qui peuvent être faits là-dessus. Puis là, je voulais vous parler d'immortalité, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait eu un colloque la semaine passée et que selon ce colloque-là, avec les nouvelles technologies, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on puisse se faire changer des morceaux. Puis peut-être que le fichier des décès va devenir caduc à ce moment-là. Donc, dépêchez-vous de faire des travaux dedans. Avec un dernier clic. Le fichier des mariages, qui est toujours le fichier menacé quand il y a des problèmes financiers à l'ISQ. C'est souvent un fichier où on va se dire, bah, il n'y a presque plus personne qui se marie, ça vaut-tu vraiment la peine? Quel genre de statistiques on peut faire avec ça? Et, pardon, à ma grande surprise, c'est probablement le fichier dans lequel j'ai le plus de plaisir depuis 2 ans. Il se passe un paquet de choses, puis le nombre de mariages ne varie pas tellement. C'est sûr qu'on peut calculer les indicateurs habituels, à peu près 22 000 mariages. Les gens se marient un petit peu plus vieux. L'écart d'âge entre les conjoints, ce n'est pas des choses qui ont tellement changé. Mais depuis 2004, il y a les conjoints de même sexe qui peuvent se marier. Ce n'est pas des très grands nombres, c'est quelques centaines de personnes. Mais c'est assez fascinant de regarder les caractéristiques. Puis ça, c'est le travail que je n'ai pas encore eu le temps de faire, que j'espère que personne ne va faire parce que je voudrais le faire, mais de regarder de manière plus proche ce qui se passe du côté des conjoints de même sexe. Entre autres, comme Lynn disait, le fichier des mariages, ce n'est pas les Québécois qui se marient, c'est les gens qui viennent se marier au Québec. Et comme le mariage de conjoints de même sexe a été permis au Québec avant bien d'autres endroits, il y a une portion des mariages dans notre fichier qui sont des gens d'ailleurs qui sont venus se marier. Donc, il y a plein de choses à faire sur ce sujet-là. Comme Lynn le disait aussi, ça a généré toute une modification au formulaire. Avant, la personne 1, c'était la femme, la personne 2, c'était l'homme. Maintenant, ça dépend de qui remplit, ce qui fait que le fichier est un peu ardu à utiliser parce que si on veut comparer la scolarité des femmes avec celle de leurs conjoints, il faut faire bien attention, c'est pas SCOL 1 puis SCOL 2, il faut faire attention qu'on prend bien SCOL de l'homme par rapport à SCOL de la femme qui n'est pas nécessairement dans la même variable. Donc, il y a du travail de réflexion à faire quand on utilise ce fichier-là, mais il est plein de promesses. Il y a eu toutes sortes de thèmes, là. Il y a eu des pages de journaux par rapport au mariage du 7 juillet 2007, qui était un samedi. Donc, ça a été le plus grand nombre de mariages enregistrés dans une seule journée
bien que ce ne soit pas si énorme que ça, c'est pas, on n'est pas en Chine quand même, mais il y a quand même eu plus de mariages cette journée-là. Il y en a aussi eu un peu plus le 8/8/2008, mais c'était un vendredi, donc ça n'a pas atteint les proportions d'un samedi. Donc, il y a des éléments sociaux qui peuvent être qu'on peut aller chercher dans un fichier comme celui-là. Moi, j'ai été étonnée d'apprendre que dans un mariage sur 3, c'est un remariage pour au moins un des 2 conjoints. Ce qui me fait dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Et cette année, dans le bilan, il y a les mariages, je vais parler un petit peu des mariages religieux ou civils. On assiste à une augmentation du pourcentage de mariages civils qui stagnait autour de 30%, puis depuis 2-3 ans, ça s'est mis à augmenter de manière assez importante. Et on ne peut pas faire un lien direct, mais je me demande si le fait que des célébrants, des personnes désignées, que vous pouvez demander à votre ami ou à votre grand-père de vous marier, si ça n'a pas un effet. Donc, on dirait qu'il se passe quelque chose du côté des mariages. Puis encore une fois, du côté de la population immigrante ou de l'exogamie, si je peux dire, est-ce que les gens qui arrivent se marient avec des Québécois? Est-ce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a que des gens d'une origine ethnique différente qui se marient au Québec? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils se marient entre eux? Est-ce qu'ils se marient avec des gens d'une autre origine ethnique? Est-ce qu'ils se marient avec des Québécois? Il n'y a pas énormément de variables au fichier. Je m'excuse, je manque un peu d'eau. Il n'y a pas énormément de variables au fichier, mais il y a au moins le pays de naissance qui pourrait servir à faire un genre d'étude comme celle-là. Avec un autre petit clic, s'il vous plaît. Lynn vous a à peu près déjà tout fait les mises en garde dont je voulais vous parler. C'est un fichier extraordinaire. La qualité des données est fantastique. Elle n'est malheureusement pas parfaite, donc étonnez-vous pas quand vous regardez le fichier de tomber sur des choses qui ne se peuvent pas. Les personnes qui gèrent la qualité en font vraiment beaucoup, mais il peut arriver qu'il y ait des choses qui ne soient pas possibles. Lynn vous a déjà parlé de changements au questionnaire, par exemple pour les conjoints de même sexe, pour les célébrants, des changements de classification, on en a parlé, des changements géographiques, elle en a parlé. Il y a certaines variables pour lesquelles on laisse les inconnus, quand il y en a beaucoup, par exemple. Il y a d'autres variables pour lesquelles il y a des imputations qui sont faites. Imputations soit parce qu'on a rappelé à l'hôpital ou des imputations statistiques qui sont faites. Des fois, ça peut poser des situations un peu embêtantes. L'exemple que je voulais vous donner, dans le fond, c'était dans mon emploi précédent. Je travaillais dans une agence de santé, santé et services sociaux en Abitibi-Témiscamingue, puis la responsable de la prématurité au CLSC m'avait téléphoné pour me dire que dans le fichier, on affirmait qu'il y avait eu 8 bébés de petits pois sur son territoire et elle pouvait me jurer qu'il y en avait eu 6. Puis elle dit, s'il y en a 2 autres, je veux savoir c'est qui. Puis pour nous, c'est vraiment des détails, mais pour elle, qui était jugée là-dessus, d'un côté, elle était contente parce que comme elle avait plus de bébés de petits pois, elle avait eu plus d'argent du ministère, sauf qu'elle voulait savoir c'était qui ces 2 bébés-là qu'elle ne connaissait pas. Puis finalement, c'était tout simplement des imputations de cas de l'Ontario, pour lequel on n'avait pas le poids du bébé. Puis l'imputation au prorata avait amené 2 bébés de petits pois dans son territoire. Ça avait été toute une histoire. Donc, dépendant du niveau de détail de vos analyses, les imputations pourraient vous jouer des tours, donc essayez de garder ça en tête. Puis il y a toute une politique de confidentialité, évidemment, à laquelle nous aussi on est soumis. On ne peut pas sortir des chiffres très petits. Il faut qu'à l'intérieur de chacune de nos cellules, les tableaux qu'on sort, il y ait quand même un certain nombre de cas, ou en tout cas que le nombre de croisements fasse en sorte que c'est pas trop détaillé, que ça ne puisse pas permettre une identification. Puis une dernière diapo. Si vous voulez en savoir plus, dans le fond, je vous invite à lire le bilan démographique du Québec, qui devrait sortir le 16 décembre 2008 si l'édition réussit à se faire. 3 fois par année, il y a le bulletin de données sociodémographiques en bref, dans lequel il y a presque toujours un article avec des données du registre. À chaque premier mardi du mois, on met à jour les données démographiques. Là, vous allez avoir les données jusqu'en 2005, mais le fichier des naissances 2006 est fermé, les mariages 2006 est fermé, puis les décès 2006 devraient être fermés d'ici Noël probablement, donc probablement qu'il y aura une année supplémentaire qui seront ajoutées. Puis il y a aussi des données dans la BDSO, la Banque de données sur les statistiques officielles sur le Québec. Voilà, merci.
Merci, Chantal. Je ne sais pas s'il y a des questions relatives aussi. Oui? Moi, j'avais 2 questions sur le registre. En fait, premièrement, je me demandais, juste comme ça, en termes de curiosité, pour les mariages, est-ce que c'est tous les mariages? Je pense à un mariage, je ne sais pas, vietnamien, dans un temple vietnamien. Est-ce qu'ils vont avoir les formulaires? Est-ce qu'ils vont remplir ça comme il faut, tout ça? Puis deuxièmement, est-ce que, comment vous faites l'Institut pour vous assurer que toutes les naissances ou tous les décès sont effectivement bien recensés, si on veut? Parce que je pense au recensement canadien, on est obligé d'y répondre, mais est-ce qu'il y a une certaine forme d'obligation de la part des institutions et tout ça qui reçoivent les formulaires, qui doivent vraiment bien tout inscrire? Est-ce qu'il y a des incitatifs ou des choses comme ça pour s'assurer qu'on a vraiment tout recensé comme il faut? Je peux répondre à la deuxième. Tu pourras ajouter, Chantal, si c'est pas assez complet. Pour la deuxième question, pour la complétude du formulaire, si je peux l'exprimer comme ça, c'est la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les 3 événements décès, morts, naissance et naissance. Alors, c'est eux qui ont la responsabilité de former les gens ou de donner les indications nécessaires aux gens qui complètent le formulaire. En ce qui a trait à la recension, est-ce que notre fichier est complet? On a, avec Statistique Canada, on compare aussi avec l'information. C'est nous qui fournissons l'information, mais si eux ont des résidents québécois qui ont reçu l'information, on va aller compléter. On regarde aussi l'évolution d'année en année. C'est sûr que quelqu'un qui est allé mourir dans le fin fond des États-Unis, peut-être qu'on ne recevra jamais le formulaire, mais avec l'évolution temporelle, ça peut nous permettre de voir aussi au niveau de la complétude de l'information que nous avons. Je ne sais pas si tu veux ajouter de l'information par rapport à ça, Chantal? Peut-être ajouter qu'au fond, notre formulaire est à l'endos du formulaire aussi qui va à l'état civil. Donc, c'est un peu la même pile de papier. Puis les gens ont tout intérêt à ce que les naissances, les décès, leur mariage soient enregistrés à l'état civil puisque c'est leur identité là, qui va les suivre toute leur vie quand ils vont vouloir avoir des formulaires de naissance ou qu'ils vont vouloir justifier une rente au conjoint survivant, il faut que tu puisses prouver que tu étais vraiment marié avec cette personne-là. Donc, tout l'aspect plus état civil est pris dans le même formulaire. Donc, on a chacun nos copies du fichier. Donc, il y a un intérêt. Mais c'est sûr qu'il y a un paquet de validations qui sont faites lorsque des naissances ont lieu dans des hôpitaux. C'est des processus qui sont très habituels. Les directeurs de funérailles savent que c'est le genre de choses qu'il faut faire. Peut-être qu'on échappe quelques mariages vietnamiens dans un temple vietnamien, mais là, ça va probablement aussi échapper à l'état civil. Puis là, ces personnes-là pourraient avoir des problèmes à faire reconnaître leur état. Donc, d'habitude, c'est le genre d'événement qu'on veut, qu'on déclare, là, qu'on sait qu'il faut déclarer. Donc, peut-être qu'il peut en manquer, mais je pense pas qu'il en manque énormément. Là. Il y a un bon travail de fond qui est fait. Par rapport aux décès puis aux naissances aussi, on fait de la validation avec les fichiers d'hospitalisation. C'est sûr que eux sont moins complets que nous dans un sens, mais au moins ça nous permet d'en rattraper quelques-uns qui auraient perdu en cours de route. Maintenant aussi pour les naissances, c'est plus facile, c'est mieux centralisé par rapport aux hôpitaux. Là. Donc on peut suivre même l'évolution d'un hôpital, là, voir, là, s'il ne nous a pas envoyé de temps de naissance, on peut vérifier est-ce que les formulaires sont perdus en quelque part ou ça, il y a une évolution, il y a un suivi de ça aussi. Par rapport au mariage vietnamien, mais Chantal a répondu. Moi, j'avais aucune idée, j'avoue. Peut-être, je vais ajouter l'information par rapport. Chantal parlait de la possibilité d'appariement. C'est sûr que d'appariement avec le fichier de naissance, avec le fichier de décès, mais il y a aussi la possibilité d'apparier tout ça avec d'autres informations qui sont disponibles dans d'autres ministères ou organismes. Si vous avez des autorisations de la Commission d'accès à l'information, on peut faire, l'ISQ offre une possibilité d'appariement. On peut même faire l'appariement entre le fichier de naissance et le fichier de l'éducation, faire un suivi. On a un projet qui s'appelle EPSED qui permet de faire cet appariement-là probabiliste quand il n'y a pas de clé unique qui existe.
Et on peut rendre, si vous avez un projet particulier, on peut l'étudier et rendre le fichier disponible au CADRISC. Donc, il y a ces possibilités-là aussi qui s'ajoutent. Je pense que non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, à Québec ou à Sherbrooke? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais peut-être revenir sur... est-ce qu'il y avait une question ailleurs? Je ne sais pas. On a-tu perdu un... Bon. Je voulais revenir sur un peu dans la foulée de la question de Maryse. Donc, mais non pas sur la couverture, mais sur un peu la complétude. Est-ce qu'il y a certaines variables où il y aurait, disons, un certain pourcentage de valeurs manquantes? Ben, oui, dans le fichier des décès, si vous voulez faire une étude sur le mode de disposition du corps, et bien ça, c'est une donnée qui est vraiment, je pense qu'à dans 70% des cas, on n'a pas l'information. Comme pour le coroner aussi, on a 40%. Puis, en fait, le taux de présence de la variable peut évoluer aussi d'une année à l'autre. Par ailleurs, comme pour le fichier des naissances, pour les variables de poids, de durée de la gestation, ça, on s'assure vraiment là, que c'est complet. Là. Alors, il y a certaines variables pour lesquelles on a des besoins statistiques, pour lesquelles notre validation est plus élevée là, que pour d'autres variables où on utilise moins. Là. Mais par rapport, par exemple, aux caractéristiques sociodémographiques Je dirais que c'est assez complet. Là. Oui. Moi, je vais poursuivre avec... ben c'est ça, c'est que là, il y a beaucoup d'enquêtes et de fichiers qui sont accessibles. En fait, pratiquement toutes les enquêtes individu-ménage et nouvellement les fichiers administratifs de l'ISQ qui sont disponibles au CADRISC. C'est un laboratoire qui comprend une dizaine de postes qui sont très bien équipés en termes de logiciels statistiques. Et on s'adresse à tous les chercheurs, c'est-à-dire de tous horizons, là, chercheurs autant des ministères organismes que des chercheurs académiques, institutionnels ou des étudiants. Si vous allez au CADRISC, ben, vous allez trouver du soutien méthodologique, de la documentation technique et puis donc de l'aide pour l'utilisation des fichiers. Je veux souligner que le CADRISC est en partenariat avec le SIX et c'est ce qui a permis d'ailleurs de consolider et de croître ses liens avec le réseau universitaire. Et ça permet d'offrir aux utilisateurs un environnement de pointe de la technologie. On a donc un environnement qui est intéressant pour la recherche, même si les gens doivent se déplacer sur place, en laboratoire. Je voudrais juste vous dire un petit mot sur les procédures d'accès. Pour toute demande d'accès à un fichier d'enquête ou un fichier du registre, il y a une petite procédure quand même à suivre. On doit déposer un projet qui est accompagné d'un CV et le tout doit être transmis à l'analyste, c'est-à-dire à moi. Vous voyez l'adresse où transmettre le dossier. Il y a donc une description de projet qui doit être faite. Et cette demande est examinée par un comité d'examen qui évalue la faisabilité de la chose. Et lorsque c'est accepté, il y a une signature de contrat et un engagement à la confidentialité qui doit être fait par tous les chercheurs qui sont impliqués dans le projet. Et une fois que ça c'est fait, les gens peuvent venir explorer les données au CADRISC. L'ensemble de la procédure, ça varie, là, mais ça excède jamais 6 semaines. J'ai indiqué 4 à 6 semaines, mais ça prend jamais ben plus que 4 semaines.
Et si vous désirez plus d'informations, il y a Lynn Beauchesne, qui est quand même la spécialiste du registre et des enquêtes, quand même, elle les connaît quand même assez bien. Je suis aussi une porte d'entrée pour toute information relative à l'accès aux données. Et je vous invite à visiter aussi les sites du SIX où il y a tout l'ensemble des procédures d'accès et les listes des bases de données accessibles. Elles y sont toutes, ainsi que le site du CAPRIS, où il y a aussi la même